chez nous, on vit le lever du soleil et le coucher du soleil. Alors, le temps qu'on vit pendant le jour est très important. Et c'est le moment qui est le présent qui est très important. Tandis que chez les non-indiens, c'est faut que tu respectes les heures. Mando, miigwach, egimi nishan kiabats matisi, miigwach. L'Abitibi est une vaste région boisée du nord-ouest québécois. Le mot Abitibi, dans la langue des Amérindiens algonquins, signifie « là où se partagent les eaux ». Cette région de forêts et de lacs compte plus de 8000 Algonquins qui vivent dans des réserves, en milieu urbain ou encore, pour quelques-uns, en forêt. When book command gets no that again, as good corner, as good corner that's Pesgit Ben and gets no that again. And then that mocks give shop can make no that again, no go make it again. No go get can to battle with again. That's a sneeze again as Nikki is victim that's modna. Nanaga Yakubed that man no go in Buffy St. Mary. Baby don't cry, it's Lehan Rang surrender. Mamma it's Pesik Nugumin Niquega Gibis Gispenik. Fate Elish Nakaze, Nugumin Pesik Zubidet Manan Nanaget. À moins que tu laisses un message ici, le dîner, c'est à midi qu'on dit. Je me cherchais un guide pour me conduire en milieu algonquin. J'en ai trouvé 4 qui m'ont initié aux 4 points cardinaux, m'ont fait entrer dans le cercle de la nation, au rythme du tambour, générateur de vie. Richard Kistabiche a été le grand chef de la nation algonquine du Québec. Il vit en ville. Et en fait, moi, Noé, Wanaki, Lisa, ben là, il n'y a pas aucune nouvelle. Bon, moi, je suis un Indien qui n'a jamais accepté de vivre en réserve. Okay? Moi, je n'ai jamais fait partie d'une réserve depuis 1976. Ça fait 23 ans, 24 ans que je suis en dehors d'une réserve. Puis je n'ai pas...
Je n'ai pas autant perdu de mes valeurs ou de mes croyances ou de ma langue ou de mes activités non plus. Je sens pas que ça a été diminué. Moi, j'ai tout simplement que refusé cette mode de vie-là. Parce que ça ne favorisait pas du tout ma personne. Ça ne favorisait pas du tout mon développement. Ça ne favorisait pas du tout non plus mon épanouissement, si je pourrais dire. Ça m'excluait de la société que de vivre en réserve. Noé Mitchell a consacré sa vie à la défense et à la promotion de sa culture. Il a fondé la radio communautaire et il est le leader d'un groupe de jeunes musiciens. Il a toujours vécu dans la réserve de Lac-Simon. La boîte de sardines est déjà petite. Dans la boîte de sardines, je pense qu'il y a 24 sardines, OK? Puis c'est déjà encore compacté. 48, 96 possiblement. C'est tellement petit. Fait que c'est ce qui est la communauté, c'est que c'est petit. C'est petit pour pouvoir penser à un développement. Actuellement, si je regarde durant les 25 années que la station de radio était juste une petite canne de rien qui s'occupait de ses petites affaires seulement au niveau du Lac-Simon, c'était une radio communautaire mono. OK? Et ça n'a pas créé d'emploi nécessairement, mais ça a permis à des gens à apprivoiser ce que c'est la communication. De quelle façon transmettre à ce moment-là les nouvelles. Et depuis 98, fin 98, début 99, on a parti un projet qui s'appelle Élargir nos horizons. Comme un aigle du haut, il va répandre tout ce qu'il y a à répandre au niveau du territoire. C'est ce que la station de radio veut faire. Kitchisakik est la seule communauté algonquine isolée. Elle n'est accessible que par voie d'eau. Elle est située au cœur du parc de la Vérandrie, sur la rive du grand lac Victoria. C'est au nom de la liberté de son peuple que son chef, Jimmy Papati, refuse qu'on lui donne le statut de réserve. On a deux villages. Notre village d'été qui est ici à Kitchisakik, dans lequel la majorité de ceux qui sont là, c'est des aînés. Mais la majorité des jeunes vivent au camp d'hiver qu'on appelle le lac d'Ozoir, où c'est proche des bureaux du conseil, c'est proche du centre de santé, le centre communautaire, tout. Il y a à peu près 100-150 personnes qui vivent ici encore. Il y a à peu près 120 étudiants qui restent à Val-d'Or, qui se trouvent à peu près à 94 km d'ici, qui sont logés en foyer d'accueil avec des gens. Et tu en as à peu près une trentaine qui sont à l'extérieur d'ici, qui vivent encore sur le territoire, là, qui sont probablement des chasseurs, des trappeurs, et des gens qui ont encore des résidences dans ces coins-là pour continuer à maintenir leurs activités. Je me rappelle plus tard. Je suis né dans une maison où la maison c'était 14 par 16, nous étions 18 personnes qui vivaient dans ça. Ici, dans cette maison-là, il n'y a pas de robinet, donc pas de lavabo, il n'y a rien ici, là, donc les gens doivent prendre des chaudières d'eau puis aller s'approvisionner en eau potable directement au centre de santé. Il faut retourner à nos institutions, il faut retourner à notre spiritualité, à des valeurs culturelles qui, normalement, sont supposées être véhiculées dans cette communauté-là.
Mais c'est pas facile non plus de pouvoir faire ça parce que le mode de vie actuel dans les réserves n'est pas un mode de vie qui favorise l'intégration de la spiritualité ou des activités culturelles. On veut bien aller trapper puis chasser encore, mais il faut demeurer dans la réserve. Mais on ne peut pas demeurer dans la réserve puis faire ces activités de chasse et pêche. Là, il faut sortir. Dominique Rankin a été chef de la nation algonquine. Il est aujourd'hui considéré comme un sage, car il est l'héritier des traditions culturelles et spirituelles de son peuple. Il consacre tout son temps à les faire connaître, tant au Québec qu'à l'étranger. Il a toujours refusé de vivre dans une réserve. Ah oui, oui, OK. Dominique m'a donné rendez-vous dans un lieu qui a marqué l'histoire contemporaine de son peuple. Il est accompagné d'Élisabeth et d'Hélène, une aînée. Ça, c'est l'infirmerie qui appelait ça. Oh, je peux me Ce film, tourné à la fin des années 50 par les Pères Oblats, illustre bien les convictions de l'époque dans le monde de l'éducation. Comme il s'agit avant tout de préparer les petits Indiens à la vie, l'éducation prend nécessairement des allures pratiques. Ils ont réussi aussi à m'enlever tous mes vêtements. Alors j'ai quitté le lieu, j'étais plus vite qu'eux autres. Alors je me suis caché dans une classe. Juste en haut ici, on voit là, les écoles et le dortoir. Parce que j'étais petit quand ils m'ont emmené ici. Alors je me suis réfugié chez les grands, dans les dortoirs des grands. Les filles savent qu'elles vont plus sûrement et plus rapidement se débarrasser de leur surplus d'énergie en s'adonnant au sport habituellement réservé aux garçons. Ça me fait penser, du côté des filles aussi, les plus jeunes, ils venaient nous voir durant la nuit pour venir se réfugier. Là, ça pleurait, puis ils nous cherchaient, nous autres, qui étaient leurs grandes sœurs, pour venir se protéger avec leurs sœurs. On a vraiment été violés dans tous les sens. Sachant lire et compter, les Indiens du Québec ne seraient plus à la merci d'employeurs blancs qui profiteraient de leur ignorance des chiffres pour les exploiter et pour les maintenir dans des emplois subalternes et mal rémunérés. De cette façon, peut-être parviendraient-ils à échapper à leur misère matérielle et à leur infériorité aux yeux des Blancs. J'avais une équipe, on s'est ramassés tous un groupe de jeunes et pour protéger les plus petits. Parce que c'était les plus petits qui étaient toujours attaqués. Et tandis que nous, on était là pour défendre ces jeunes-là. Puis à un moment donné, on est devenus des gens agressifs, physiques. C'est nous qui nous réglons le compte aux missionnaires. Ça me rappelle beaucoup des souvenirs. La manière que je vois aujourd'hui la bâtisse, je suis content qu'il soit comme ça. Ça fait partie de nous. Et les blessures, c'est exactement comme ça qu'on est aujourd'hui, tout en morceaux.
D'abord, il y a eu, dans les années 50, il y a eu les pensionnats. Les pensionnats indiens, qu'on appelle celui qui n'est pas tellement loin d'ici, dans lesquels tous les enfants algonquins ils étaient allés à l'école pendant toutes ces années-là. C'était aussi l'achèvement du colonialisme là-dedans, l'introduction du paternalisme là-dedans aussi, l'acculturation qui a un culminant dans ce système-là. Et quand tu fais l'acculturation, tu détruis tout ce qui a, toutes les activités culturelles de la vie des Algonquins là-dedans. Les sports d'équipe jouent un rôle très important dans l'éducation des jeunes Indiens. Il s'agit pour ces descendants des fiers individualistes de la forêt d'une transition agréable vers les actions concertées que commandent nos sociétés modernes fortement organisées. On ne peut pas construire un pont comme on chasse le gibier, isolément. La civilisation ne va pas sans un certain collectivisme. Les sports d'équipe préparent le jeune Indien au travail d'équipe. L'autre effet aussi très pervers là-dedans, c'est aussi la déresponsabilisation des individus. Quand je parle des individus, je parle aussi des parents surtout, parce que les parents n'avaient plus à exercer une responsabilité vers leurs enfants parce que l'école assumait cette responsabilité-là. Et ça a créé des comportements, ça a créé tous des comportements qui ont été un peu difficiles à gérer, des comportements destructeurs. Ils ont bâti cette immense la cathédrale et pour la première fois, au début de tout, c'est les gens qui allaient à l'église. Il y avait des pères diem qu'on appelle, il a fallu qu'on donne l'argent pour entrer à l'église, pour acheter le banc pour l'année. Il y a une autre famille qui est arrivée, puis ils nous ont dit de quitter le banc. On ne parlait pas français du tout, on n'était pas capable de rentrer en communication. Tout d'un coup, la madame est virée de bord, puis il a craché dans le visage à ma mère. Ici, c'est la chapelle qu'on avait. C'était ça notre chapelle quand on était ici. Là, il nous disait, ben c'est pas obligatoire, mais après, il nous disait, mais pourquoi faire que tu ne veux pas aller à la messe à matin? Ben, on n'est pas obligé. Oui, mais c'est mieux pour vous autres de rentrer à la chapelle pareil. Il appelait ça une messe libre. Le train a joué un rôle important dans la vie des Algonquins. Il a coupé en deux leur territoire de chasse et c'est lui qui transportait les jeunes déracinés vers le pensionnat. Nancy Crépeau travaille au Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or. Je travaille au centre d'amitié depuis environ 3 ans. J'ai commencé à m'impliquer au centre comme bénévole d'abord. Puis ensuite, j'ai commencé à travailler ici comme gardienne de nuit remplaçante. Puis par la suite, avec l'expérience que tranquillement j'ai commencé à acquérir, j'ai eu des postes un petit peu plus intéressants aussi. Alors ma responsabilité à moi, c'est de planifier, d'élaborer et de mettre en place un service culturel pour le centre d'amitié. Ben moi, je me souviens au début, quand j'étais jeune,
il n'y avait pas beaucoup de vedettes autochtones, ou il n'y avait pas beaucoup de modèles qui étaient connus là, dans la société non autochtone. Et je me souviens, à un moment donné, que il y avait un groupe qui avait sorti ici au Québec, qui s'appelait Cashtin. C'était un groupe de montagnais qui chantaient des chansons dans leur langue. C'était un très bon groupe. Mais quand ils passaient à la télévision, en tout cas, je me souviens du monde de ma famille qui était très nerveux de voir s'il allait être capable de parler, ou parce que il y avait encore tellement cette crainte-là de voir l'image que l'on représentait dans différents médias, que ce soit dans les livres ou que ce soit à travers les gens, à travers les préjugés. Nous faisons aussi de l'Internet. On y va chez des billboards, country, tout ce qui est présentement dans les billboards américaines qui appellent. Oui, il y en a beaucoup qui aiment voyager sur l'Internet. Le groupe a un site Internet aussi, qui est le www.anishinaabe.com. Et voilà. Ouais, des petites tournées, on a fait cet été, on est allé à Québec, à Montréal, on est allé à Val-d'Or, on a fait un peu à Val-d'Or, un peu les alentours, c'était en Abitibi. Partout ce qu'on y va, c'est très intéressant. C'est différent, c'est différent public. Je vais t'expliquer le mot Anishinaabe. J'ai besoin d'un autre toutou. N'as-tu un autre comme ça? Ou c'est les seuls que t'as? C'est les seuls que j'ai. C'est les seuls que t'as, il t'en manquait un. Il va falloir que j'aille acheter l'autre d'abord. Comment ça? Parce que je vais expliquer c'est quoi Anishinaabe. Le mot Anishinaabe, je peux y aller là, t'es sûr? Oui. Anisha, ça veut dire pas vrai. Nabe, ça veut dire homme. Pas nécessairement dans le sens masculin, mais ça veut dire être humain surtout aussi. Okay? Donc, lorsque tu combines les deux mots, ça fait pas vrai une personne, pas un vrai homme. Lorsqu'on s'est nommé comme tel, en se déclarant ne pas être vrai, c'était aussi par respect avec le Créateur, qui nous a mis en tout dernier ici sur la terre. Okay? Il nous a créés, il nous a mis sur la terre, et il y avait tellement de belles choses alentour que nous autres, on était sentis un peu étrangers. On n'a pas d'affaires ici. C'est trop beau pour qu'on soit ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas détruire ce qu'il y a là. Fait que là, à un moment donné, il y en a un qui s'est levé et a dit, on va rester ici, mais on va s'assurer que tout ce qu'on voit alentour de nous autres ici soit protégé, puis soit gardé, puis soit préservé comme tel. Il fallait qu'il procède de manière à ne pas déranger tous les espaces qu'il y avait là, qu'il fasse le moins de dégâts possible.
mais aussi il fallait qu'ils vivent. Donc, ils ont créé, ils ont fait des rituels en ce sens-là. Ils se sont mis en communion à tous les jours avec le Créateur. Et puis, il y a certains individus qui ont découvert des choses dans la nature, des racines, des herbages, des affaires comme ça. Puis, ils ont tout ramené ça au centre. Puis, ils ramenaient ça ici. Puis, ils ont créé une espèce de potion magique. De là, ont commencé différents rituels. Protéger les animaux qui marchent, qui nagent et qui volent. Et nous allons aussi protéger les humains pour pas qu'ils se fassent mal. Puis là, maintenant, tout le rituel, puis une fois que le rituel est terminé, tout le monde prenait la potion magique. Sling! Tout le monde prenait ça. Tout le monde. Puis tout d'un coup, tous ces gens-là, ils sont devenus libres. Ils pouvaient aller dans les 4 directions qu'ils voulaient aller. Puis ils pouvaient aller n'importe où, n'importe quand, sur tout le territoire. Comme ça. Sans jamais faire de dégâts. Donc, il était là, mais il n'était pas là. Il était là, mais il n'était pas là. Il était là, mais il n'était plus là. Mais tout d'un coup, il n'était plus là, il était tout là rendu de l'autre côté. À Nisha, pas vrai, ils ne sont pas là. Mais c'était une abeille. Quand les premiers Européens sont arrivés ici, c'est la première chose qu'ils ont remarqué. C'était exactement ça. C'était beau, il n'y avait personne, donc c'était inhabité pour eux autres. Puis il fallait aller demeurer là parce qu'il n'y avait personne. Pourtant, ils étaient tous là alentour. Tout le monde qui était alentour, il les regardait aller. Ils étaient des visages pâles. Mais ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient parce qu'ils ont commencé à tout détruire. Puis c'est là qu'on a donné des noms à ces gens-là. Les premiers, qu'on les appelle Chigoji, ce sont les hommes qui arrachent les arbres. Après ça, c'est venu les Aganash, ceux qui regardent les roches. C'est comme ça que la destruction a commencé chez nous. C'est comme ça que la culture a commencé à disparaître. C'est pour ça que nous autres, on s'est enfuis aussi. Et en s'enfuyant, on a laissé notre potion magique aussi. On l'a oublié parce que certains étaient de connivence avec ces Chigoji-là et ces Aganash-là. Alors le mot Anishinaabe, c'était « oui, on était là, puis oui, on n'était pas là ». C'est en ville que j'ai rencontré Edith Cloutier et le juge Coutu. Edith Cloutier est directrice du Centre d'amitié autochtone. Elle met l'accent sur le fait que les peuples doivent vivre en harmonie. Le juge Jean-Charles Coutu œuvre en milieu autochtone depuis de nombreuses années. Moi, je suis une métisse, née d'une mère algonquine et d'un père québécois. Le contexte des Autochtones au Québec est régi, ou c'est quand même particulier parce que, bon, ma mère étant algonquine, ayant marié un Québécois, et sa mère avait fait de même, il y avait, selon la loi sur les Indiens de l'époque, un article de cette loi-là qui stipulait qu'une femme indienne qui mariait un non-indien perdait ses droits d'Indien, donc son identité, et devait quitter sa communauté pour aller vivre avec son mari. Dans le cas inverse, quand c'est un homme indien qui mariait une femme non indienne, lui ne perdait pas ses droits. Sa femme était considérée selon la loi sur les Indiens comme une Indienne
ainsi que ses enfants. Donc, évidemment, cette loi, à cette époque-là, était discriminatoire à cause du sexe. Toutes nos lois ont été faites dans la tradition européenne et ont été faites pour les Blancs, sans tenir compte qu'il existait sur le territoire des populations autochtones. Les femmes autochtones se sont mieux organisées, se sont structurées, ont créé une voie politique par laquelle elles utilisaient pour justement contester cette partie de cette loi-là qui limitait les droits des femmes et non des hommes. Donc, après quand même une longue lutte d'une dizaine d'années, il y a eu un amendement qui a été porté à cette loi sur les Indiens-là. Ces femmes-là qui avaient perdu leur statut indien ont regagné un statut indien et on les appelle donc des femmes réinscrites en vertu de la loi C-31. Or, en 1982, le Parlement du Canada, on a amendé la Constitution et on a reconnu les droits autochtones. Et au lieu de commencer tout de suite à reviser nos lois en fonction de l'existence des droits autochtones, ces droits d'ailleurs n'ont pas été définis de façon très particulière et c'est au cas par cas qu'on commence à définir quels sont les droits autochtones. J'ai le privilège de partager deux cultures. J'ai la culture québécoise de mon père et la culture algonquine de ma mère. Ma trajectoire de vie m'a amenée à grandir dans mon environnement autochtone. Évidemment, on est confronté, comme n'importe quel enfant ou n'importe quel jeune, quand on a quelque chose de différent, à la réalité de cette différence-là. Et quand j'étais jeune, j'ai vécu la discrimination, j'ai vécu le racisme. J'ai même eu à un certain point très honte de ce côté-là de mes origines, donc le côté autochtone, parce que on veut être comme les autres quand on grandit. Et à un tel point où j'acceptais pas d'aller en ville avec ma mère, parce que ma mère avait des traits très amérindiens, parce que je voulais pas être vue avec elle. J'ai dû me battre, par exemple, même à rester en ville, j'ai dû me battre pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Ça n'a jamais été facile. Même ici, dans la ville de Val-d'Or, trouver un logement, c'est pas facile pour un Indien, là. De plus en plus d'Autochtones viennent s'installer en ville. Quand on sait qu'il y a plus de 50% des Autochtones qui vivent à l'extérieur d'une réserve, mais il faut qu'ils se retrouvent en quelque part. Et Val-d'Or est une métropole des Autochtones, si on peut dire. Quand on va sur la rue principale ici, un visage sur 3 ou 4 qu'on croise, c'est un Autochtone. Les communautés, de façon générale, je pense qu'elles ont toujours été assez bien respectées par les Blancs. Cette situation-là a quand même changé depuis 1990, au moment, je pense bien que la crise d'Oka a été très mauvaise pour l'ensemble des communautés autochtones du Québec. Parce que ça a changé d'une certaine façon l'attitude des Québécois vis-à-vis des communautés autochtones. En 1990, elle est venue au monde durant la crise d'Oka. On l'a appelée Wanaki. C'est la première fois qu'on évoquait ce mot-là, Wanaki, dans notre langue. Ça veut dire faire la paix. À l'été 90, pour des raisons territoriales, les Mohawks de la région de Montréal ont élevé des barricades qui ont paralysé le Québec et profondément marqué les relations entre Québécois et Autochtones. Beaucoup de personnes se sont braquées à partir de ces troubles de 1990 qui ont été suscités par les communautés Mohawks, comme vous le savez. Mais les gens ne font pas des distinctions qui, pour eux, les Indiens, c'est tout la même chose. Et ça, c'est très mauvais parce que aujourd'hui, la situation est inversée. Moi, je dirais que peut-être 60, 70%, 80% de la population voit avec réticence les revendications des communautés autochtones. On retrouve des types d'Autochtones. On a l'Autochtone qui a toujours vécu en ville, qui a grandi en ville. On a celui qui a quitté une réserve pour venir vivre en ville. Puis on a celui qui vit en nomade, qui va vivre 6 mois en réserve, qui va venir vivre 6 mois en ville, qui va retourner à la réserve, qui va continuer à maintenir des liens. Donc, c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est qu'il y a différentes réalités parce que nous sommes différents. Qu'il y a comme une espèce de racisme en même temps. Parce que il y en a un qui va dire « Ah, toi, t'es un quart, toi, t'es un 8e, toi, t'es pur. Tu sais, il y a comme une espèce de
de confusion aussi en même temps parce que, tu sais, t'es autochtone. C'est pas le fait que tu sois un corps ou que tu sois à 100% qui fait que t'es autochtone. C'est le lien d'appartenance aussi qui t'identifie comme autochtone. Autrefois, on ne faisait pas du trapage industriel, on faisait du trapage pour subvenir à ce qui était nécessaire. Puis ça, c'est quand la trappe de fourrure est arrivée, on a oublié cette partie de notre vie-là, puis on l'a fait remplacer par le commerce de la fourrure industrielle, qui nous a apporté des valeurs différentes par le fait même d'aller accaparer des biens, de se quérir des biens. Ce qui était déjà contraire à notre culture. Puis un des affaires destructeurs là-dedans, ça a été la venue de la boisson, de l'alcool, qui est venu avec la fourrure. Vers le milieu des années 70, on était rendu à un point où la communauté, au niveau de la consommation des produits psychotropes, on parle de 100% de la communauté consommée, de façon 2 fois par mois. Quand tu recevais ton chèque de bien-être, le seul échappatoire que les gens pouvaient avoir, c'était d'avoir l'impression de boire puis de faire la fête, alors qu'il n'y avait rien à fêter dans le fond. À une période précise de ma vie, j'ai dû confronter à une réalité qui était que j'étais en train de tout perdre. C'est-à-dire, j'étais en train de perdre mon identité, ma culture, j'étais en train de perdre tout ce qui était essentiel à une survie. Si on regarde mon cas, c'est sûr et certain que mon mental, mon physique était très développé. Bon. Mes émotions, je les avais gelées en bas, complètement en bas. Pendant une période de temps, à partir de 12 ans, aller jusqu'à 38 ans, j'ai abusé. D'ailleurs, j'ai écrit une chanson sur ça. Les gens commençaient à prendre conscience que ça n'avait pas de sens, la façon qu'on vivait, là. On était tout simplement en train d'hypothéquer les générations à venir. Là. Il y a une année où on avait eu des budgets au conseil, puis qu'on disait faut sensibiliser la question de l'abus de solvants et de drogue dans nos communautés. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec ces budgets-là? Et les gens de la communauté ont dit pourquoi pas demander à nos enfants qu'est-ce qu'ils autres verraient. Puis c'est là que les enfants ont fait une pièce de théâtre qu'on appelle, le titre de la pièce de théâtre, c'était Wamedizin, ce qui voulait dire se regarder dans le miroir. Et nos enfants nous ont dit comment on se comportait quand on était sous l'influence de la drogue, toute la violence qu'on générait aussi comme société. Là. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai trouvé l'équilibre total, mais je suis en voie d'être équilibré dans chacun de ces domaines-là. Yeah. L'opinion que j'ai par rapport à ça, c'est que l'alcool a remplacé un peu comme les affaires de potions magiques que nos ancêtres faisaient pour rentrer en transe, pour pouvoir faire des cérémonies, ces affaires-là. L'alcool, il n'y avait pas besoin de se préparer tant que ça, il y avait juste à boire, puis ça y allait tout seul. Donc, ça a duré pendant une centaine d'années, cette nouvelle mode de vie-là qu'il y avait. Puis, à un moment donné, la compagnie de fourrure ils se sont aperçus à un moment donné que le business diminuait. Parce que les meilleurs trappeurs étaient toujours sous. Les revenus de la compagnie diminuaient. Puis à un moment donné, il ne rentrait plus d'argent, là. C'est là qu'ils ont paniqué. Puis là, ils disent, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont allés chercher les curés. Les missionnaires sont arrivés ici
au contact, ils ont construit une église, ils ont appris notre langue. En apprenant notre langue, ils ont tout simplement commencé à détruire graduellement la spiritualité algonquin. Ils traitaient cette spiritualité-là comme du charlatanisme, satanisme, du paganisme. Et aujourd'hui, quand on parle de spiritualité algonquin, très peu de cette spiritualité-là existe aujourd'hui. Mais même des années 70, quand les gens essayaient de retourner à ces ressources-là, il fallait qu'ils se cachent. Appelle Ghislaine Pomerleau. Tu connais son numéro? Un péché. Un péché, c'est quelque chose, un péché, pour essayer de l'interpréter puis de l'adapter à la culture. Ça a été tellement difficile. Il y a même un écrit d'un oblat qui, lui, quand il venait à toutes les années, une fois par année, il venait au poste de traite, puis il faisait les confessions. Il y a une femme qui était mise là-dedans, puis elle disait, c'est quoi tes péchés? La madame a répondu, mais je n'ai pas péché, je ne peux pas pécher. Il dit, ça fait 1 an. Dis-moi pas que tu n'as pas fait un seul péché pendant 1 an. Il dit, oui, je n'ai pas péché pendant 1 an. Mais cet aspect-là, ça a été un concept qui était totalement étranger à nous. Et pour être péché, il faut être coupable. Mais la notion de culpabilité chez nous, ça n'existe pas comme tel. On le fait ou on le fait pas. Il n'y a pas de tel sentiment qui puisse exister dans nos cœurs. Donc, il ne peut pas avoir de péché. Les Indiens sont des danseurs nés. En apprenant les pas de danse des Blancs, ils passent facilement du connu à l'inconnu et assimilent la civilisation dans laquelle ils sont appelés à vivre. Si, mettons, je parle au niveau de la musique des Premières Nations, spécifiquement, mettons, au niveau du groupe Anishinaabe, c'est sûr et certain que les activités qu'on fait dans le domaine de la musique, c'est relié aussi à un processus de guérison. Il y a beaucoup d'activités qui se font dans la communauté au niveau des éléments traditionnels, comme le sweat lodge, comme les cérémonies secs de guérison, comme les cercles que les femmes font, comme les joueurs de tambour traditionnels qui existent dans la communauté. C'est tout relié à un processus de guérison. Dans la nature, tout est rond. Les arbres, le soleil et la lune, le jour et la nuit, les migrations des animaux, le ventre d'une femme enceinte. Et dans le ventre, il y a la vie. Et notre tambour, rond et fécond, bat comme le cœur d'un enfant. Les écoles et tout ça, c'est assis devant un pupitre et un professeur en avant. C'est différent, l'enseignement est différent. Tandis que mon père, moi, m'a toujours enseigné, mes parents m'ont toujours enseigné. Regarde qu'est-ce que je fais et essaye de le faire comme moi. Chez nous, là, au niveau de l'éducation, le temps compte pas. Le temps, c'est le moment que tu prends et que un jour tu vas réussir. Parce que quand tu réussis, t'es fier. Lire dans un livre, prendre quelque chose avec des livres, c'est une autre mentalité. Nous, on est plus visuel. Un bébé, déjà, il y a un enseignement
qui se fait parce que quand un bébé, quand il vient au monde, on va le mettre dans un tekinagan, qu'on appelle un tekinagan, c'est pour protéger le bébé. Les parents, ils amènent partout les enfants. Dans la forêt, ils amènent partout au niveau de... S'ils vont attraper, ils vont amener l'enfant. Alors, la seule chose qu'ils vont faire, les bébés, c'est qu'ils vont accrocher un bébé après un arbre. Alors, déjà là, toutes les visions de l'enfant, c'est la raison pourquoi on est très visuel, parce qu'on est élevé à l'intérieur. Dans les tekinagan, nos parents ils nous ont toujours enseigné dans cette méthode-là. Le temps ne compte plus à l'intérieur d'un sweat lodge. Tu n'as pas besoin de temps. Quand on rentre à l'intérieur, dans le ventre de la maman, on devient comme des fœtus. Alors le travail, ça commence au début de la fœtus jusqu'aujourd'hui. C'est la même philosophie quand tu étais dans le ventre de la maman. Et ta maman, tu avais un chaleur que tu étais capable de supporter. Et tu vivais en noirceur, et tu vivais aussi dans l'eau, et tout ça. Mais tu étais nourri par ta mère, par le cordon ombilical. Les gens, des fois, peuvent avoir des visions. Quand on est à l'intérieur, tu ne cherches pas ça. Tu ne vas pas là non plus pour aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Ça donne absolument rien. C'est de suivre le cheminement qu'on t'offre. En intérieur, il y a beaucoup d'émotions. Parce que la vie est belle, il n'y a rien. Alors, mais on a toujours des obstacles dans la vie. Alors souvent, ces obstacles-là qu'on ne peut pas parler avec une autre personne, mais les sweat lodge, c'est fait pour te réveiller, en fin de compte, que tu existes et que tu as des problèmes comme tout le monde. C'est là qu'on va vider le cœur parce que à côté de toi, tu ton petit frère ou ta petite sœur qui est à côté. Alors, qui vit la même chose que toi. Que diminue, mas coisa. Miigwech. En indien, tu ne résumes pas les affaires. Tu écoutes, puis tu apprends. Alors, il n'y a pas personne non plus qui va te punir, qui va t'arracher les cheveux puis tirer les oreilles parce que tu n'as pas compris. Au contraire, il va prendre son temps pour t'éduquer. Alors, c'est pas comme ça qu'on a été éduqués ici. Ici, on était forcés dans tous les domaines. On était tout éduqués parce que quand on est arrivé ici, qu'est-ce que j'ai le manteau sur le dos, ça revenu. Je suis fier de le porter parce que quand j'ai rentré ici, j'avais ce manteau-là. Puis on avait des mocassins aussi, il y avait des jeunes qui avaient des mocassins. Les tresses. Les tresses, tout. Puis ça a été brûlé. Moi, j'avais des cheveux bien longs, j'avais des tresses. J'avais juste une séparation au milieu, c'était peigné comme ça avec des tresses. Quand j'ai arrivé ici, ils m'ont tout coupé ça. Ils m'ont fait une toupette de même. Ils m'ont coupé les cheveux à moitié des oreilles. Ils ont rasé la tête en arrière. C'est les cheveux ici qui tombaient par-dessus pour que ça paraisse. La seule chose que moi, j'ai trouvé qui était bon, c'est qu'on a appris à parler français finalement avec tout ça. OK? Hein? C'est beau? Ça tourne? All right. Cette chanson, je l'avais écrite après la naissance de ma petite. Elle a présentement 2 ans et demi. Puis la chanson parle un peu de ce qu'un père... Comment s'il aimerait voir, comment il aimerait voir sa petite.
gunek Kegunu wish papadan Benita mengundan Nagi wish papadan Adi gawin ka bistat Nagong nagamanandan Kakanaman na sa maganak Nagbalandamanandan Sögeci jampan Aşız na nugadan Bago sen naman Kininugom na wiwaman Di gawin gesbi mo sit Nagom na wiwaman Padigas na guna